Je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous prenez un cours de philosophie, la première question que va vous poser le professeur, c'est qu'est-ce que la philosophie? Vous avez 4 heures. Attends, mais c'est pas eux qui sont supposés nous le dire? Mais bon, comme disait Martin Heidegger, tout questionner est un chercher, donc nous allons essayer de chercher ensemble, avec ces quelques philosophes que je vais vous présenter aujourd'hui, qu'est-ce que la philosophie? Et c'est une question que même les présocratiques se posaient, et vous allez voir comment ils essayent d'y répondre. Alors, petite précision, quand on dit les présocratiques, on entend environ 600 à 400 avant Jésus-Christ. Les présocratiques, donc, voulaient expliquer tout ce qu'il y avait dans le monde à travers une seule et même cause. Et cette cause, ils l'ont pioché parmi les 4 éléments. Par exemple, pour Thalès, oui, celui-là, avec le théorème de Thalès avec les triangles, parce qu'il était aussi philosophe, eh ben pour lui, c'était l'eau. D'autres de leur côté ont préféré penser que c'était l'air qui était à l'origine de tout, comme Diogène de Sinope et Anaximène de Milet. D'autres encore ont choisi le feu, comme Hippaste de Métaponte et Héraclite d'Éphèse. Allez, je vais vous mâcher chercher d'Éphèse. Pour vous donner une petite idée du délire, on va faire un parallélisme avec le Covid-19. Vu que tout le monde en parle. Thalès, il vous dirait, alors la cause du Covid-19, c'est l'eau, parce que c'est par la salive que ça se transmet. Anaximène et Diogène, eux, rétorqueraient, mais n'importe quoi, la cause du Covid-19, c'est l'air, parce que c'est par l'air que ça se transmet. Hippaste et Héraclite, comme ils misaient sur le feu, ils vous auraient expliqué que, absolument pas, la cause du Covid-19, c'est le feu, parce que ça brûle la gorge. Et finalement, pour couronner le tout, Empédocle, Égénéa avant l'heure, ferait la synthèse de tout ça, en rajoutant toujours un petit peu de terre, forcément. Bref, ces philosophes voulaient chercher le pourquoi des choses. Et on aurait pu s'en tenir à ça, si Aristote n'avait pas pensé plus tard. C'est beaucoup trop simple. La simplicité mérite réflexion. Je vais y réfléchir. Il dit qu'il est d'accord avec les présocratiques qu'il y a la cause qu'il appelle quiddité ou substance, que nous on appelle tout simplement matériau, en quoi la chose est faite. Par exemple, c'est évident que ce crayon est fait en bois. Mais à cette première cause, il va en rajouter 3 autres, à commencer par le substrat, que nous on appelle simplement la forme. Il y a une différence entre un cahier et un livre. La cause suivante, c'est le principe d'où part le mouvement. Qu'est-ce qui l'a créé? Si on prend pour exemple cette statue, ce petit buste, c'est plutôt qui l'a créé, mais en gros c'est ça la question qu'il faut se poser. Dans ce cas, c'est un sculpteur. Et la dernière cause, la cause qu'il appelle la cause efficiente, c'est l'objectif, le but, la finalité de l'objet, à quoi il va servir. Et dans le cas de cette guitare, c'est de débarquer dans la fête, jouer 4 accords et pécho des meufs. Ouais, mais il faut quand même préciser qu'Aristote, il a reconnu que son maître, il avait déjà les 2 premières causes. La substance et la forme. Ce qui nous amène à parler de notre prochain philosophe, vous aurez deviné qui c'est? Platon! Parce que Platon, c'était aussi le maître d'Aristote. Son prof, quoi. Et si je veux vous parler de Platon, c'est pour vous montrer que la philosophie, c'est pas seulement essayer de trouver les causes de toute chose, ça parle aussi de choses très actuelles comme par exemple la justice. Et la justice, c'est un sujet qui a fait couler énormément d'encre, tellement que Platon a écrit 10 livres là-dessus dans la République. Moi, je vais traiter seulement les 2 premiers. Et je vais parler d'abord du livre 2. Alors pourquoi du livre 2 d'abord? Parce que dans le livre 2, il raconte un mythe que vous connaissez sûrement parce que vous l'avez déjà vu dans... Pensiez-vous que j'allais vous parler de l'allégorie de la caverne? Non, mais si vous voulez en savoir plus sur l'allégorie de la caverne, je vous mets en description une vidéo de Cyrus North qui aborde ça un petit peu plus en détail. Moi, je vais vous parler de la justice. Donc le mythe de Gygès, c'est exactement ça. C'est l'histoire d'un berger, d'un homme très honnête, qui
trouve un anneau dans un gouffre et qui décide de le prendre. Et un jour, à une réunion de bergers, il s'est rendu compte qu'en tournant le chaton de la bague vers l'intérieur de sa main, il pouvait devenir invisible. Non, pas ces chatons-là. Ça, c'est le chaton d'une bague. Là, on voit. Là, on ne voit plus. Là, on voit. Là, on ne voit plus. Profitant de son incroyable pouvoir d'invisibilité, il séduit la reine pour comploter avec elle afin de tuer le roi et de s'emparer de son pouvoir. N'est-ce pas un beau mythe grec? Et là, vous allez vous dire, c'est quoi le rapport avec la justice? Parce que, selon Platon, si on laissait à l'homme juste la capacité de faire tout ce qu'il veut sans jamais être réprimandé, comme Agilès dans le mythe, il serait capable de commettre bien des injustices. Pensez-y, si vous aviez cet anneau, que feriez-vous? N'hésitez pas à écrire vos réponses dans les commentaires, ça m'intéresse. Tiens, puisqu'on raconte des histoires, on va enchaîner avec une histoire d'un fabuliste très connu, Ésope. Vous savez Ésope là? Mais oui, celui qui a inspiré La Fontaine. Je suis sûr que vous connaissez le corbeau Ésope. Non. Ésope, imaginez-moi donc le scénario, était un esclave, bègue, mais qui se servait si bien de sa ruse et de son verbe qu'on finit par l'affranchir. Il devint le plus grand des fabulistes au service du roi de Babylone. Mais venons-en à l'histoire que je voulais vous raconter. Ésope, donc, fut envoyé par son maître au champ labourer la terre. Pendant ce temps, ce fameux maître reçut d'un marchand des figues qu'il donna à Agathoclès, son sommelier, et lui donna ordre de les lui apporter quand il sortirait du bain. Pour une raison XYZ, Ésope revint à la maison. Agathoclès en profita pour manger les figues et se délecter avec ses copains et rejeter la faute sur Ésope. Là, vous vous doutez qu'Ésope, il n'était pas bien, en fait. Il n'était pas bien parce que, de 1, il était accusé d'avoir commis, même s'il ne l'avait absolument pas commis, un délit, et je ne parle pas du nouveau délit. Et de 2, parce qu'il était bête, donc il aurait pu s'exprimer et dire que c'était pas de sa faute, mais ça aurait pris une éternité. Mais tout ça, c'était sans compter sur sa ruse. Le mec, il a examiné sous tous les angles cette situation pour trouver une solution. Il ne pouvait pas prouver qu'il n'avait pas mangé les figues, mais il pouvait prouver que les autres l'avaient fait. Et c'est ce qu'il fit. Il se jeta aux pieds de son maître en suppliant qu'on lève sa punition pendant quelque temps. Il se remplit alors la bouche d'eau et il demanda à son maître qu'Agathoclès et ses camarades en fissent de même. Sous les ordres du maître, ces derniers obéirent et reproduisirent au geste près ce que faisait Ésope. Là, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il se mit tout simplement les doigts dans la bouche pour se forcer à rendre ces merveilleux fruits de figuier qu'il n'avait pas mangés. La preuve était là. Justice était faite. Qui m'amène à parler du livre 1, qui est présenté comme un dialogue et qui met en scène Socrate. Et dans ce livre 1, s'il y a bien une chose qu'on ne saura pas, c'est ce qu'est la justice, même s'ils veulent le définir. Parce qu'on va traiter le juste, l'injuste, ce qu'est l'injustice, ce que n'est pas la justice, mais pas ce qu'elle a dit. Socrate et Polémarque sont en train de débattre comme ça, tranquillement dans leur coin, puis tout à coup, paf, il y a Thrasymachus qui arrive pour lui dire qu'il est un sycophante, qu'il pose des questions captieuses, que sa façon de réfléchir est totalement erronée, mais surtout, pour lui poser la colle suivante. Oh Socrate, Socrate que tu es, définis donc la justice sans utiliser les mots suivants. Devoir, utilité, avantage, intérêt et profit, vas-y. Socrate lui répond: mais toi qui sais tout, visiblement, pourquoi ne les définis-tu pas? Thrasymachus dit alors: alors la justice c'est ce qui est avantageux au plus fort? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah bah t'as dit avantageux mon frérot, ça fait partie de la liste de mots que tu m'as défendu d'utiliser. Mais bon, je vais quand même essayer de répondre à ta question. Après ça, Socrate bombarde Thrasymachus de questions auxquelles ce dernier va répondre, entrant forcément en contradiction avec lui-même, parce que Socrate il a le chic pour ça, pour ne finalement définir que ce qu'est l'injustice. Parce que s'il l'avait défini au livre 1, Platon, qu'est-ce qu'il aurait fait avec les 9 suivants? Et s'il l'avait fait John Rawls, il n'aurait pas pu écrire Théorie de la justice. Comme quoi, c'est pas encore réglé ce que c'est que la justice. Eh
ouais mon pote, ouais. Et puisqu'on est sur Socrate, restons donc sur Socrate. On va aborder le fameux dialogue qu'il a eu avec Ion. Ion, le rhapsode, revient des fêtes d'Asclepios, d'une compétition de rhapsode où il a gagné le premier prix. Il s'en vante alors devant Socrate, disant qu'aucun de ses compères ne savait faire vivre les vers d'Homère mieux que lui. Mais mec, t'étudies seulement Homère ou t'explores aussi Hésiode, Archiloque J'étudie seulement Homère, moi. Et ça me paraît suffisant en plus. Mais pourquoi? Tu trouves que les autres, ils expriment moins bien? Beaucoup moins bien. Attends mec, excuse-moi, je te coupe. Vous voyez ça? Ça là, c'est de la frime. Déjà de 1, la virtuosité ne se borne pas, elle s'étend exactement comme je l'ai dit. Et de 2, comment il peut savoir si les autres poètes sont bons ou pas, s'il les a même pas étudiés? Mec, j'ai une question à te poser. Et là, Socrate, il va lui poser plein de questions, il va le faire entrer en contradiction avec lui-même. Je vous dis, il a le chic pour ça. Il va lui faire se rendre compte qu'en fait, il était tout dans le paraître, que tout en lui était superficiel, et que dès qu'on grattait un tout petit peu à la surface, il n'y avait plus rien derrière. Vous en connaissez beaucoup des comme ça? En d'autres termes, plus philosophiques, il faut faire la différence entre l'être et le paraître. Ce qui nous amène à parler de notre prochain philosophe, Baruch Spinoza. Parce que Spinoza lui aussi réfléchissait sur l'être et le paraître, se demandant s'il existait un bien capable de se communiquer à tous les hommes à la fois, un bien éternel, que lui il appelait même le souverain bien, l'éternel et suprême bonheur. Il a d'abord identifié ce que les gens de son époque recherchaient comme source de bonheur. Et vous verrez que c'est pas très différent aujourd'hui. Ce que recherchaient les gens était la richesse, la réputation et la volupté. Enfin, en d'autres termes, les plaisirs. Dans les 3 cas, c'est la même chose. Plus on en a, plus on veut en avoir. Mais la vie est pleine d'imprévus. C'est parfaitement possible que la chance se passe la malle ou qu'on ait mal calculé son coût. Oh man. Not bad. Ou que la santé nous manque, mais dans les 3 cas, ce sont des biens incertains, éphémères, qui ne durent pas longtemps, mais surtout, qui ne procurent pas un bonheur à long terme, parce que Spinoza, ce qu'il cherche, c'est l'éternel et suprême bonheur. Dites-moi, qui de nos jours ne recherche pas le bonheur éternel, le bonheur suprême? Qui de nos jours ne veut pas vivre heureux toute sa vie? Mais Baruch sait que ce n'est pas simple de parvenir à cette autre fin, et c'est pour ça qu'il a proposé 3 règles de conduite pour finalement y parvenir avec le plus de gens possible. Numéro 1, mettre ses paroles à la portée de tout le monde. Numéro 2, ne pas renoncer au plaisir, mais quand même, ne prendre que ceux qui sont nécessaires pour assurer une bonne santé. Numéro 3, ne prendre l'argent et les réputations qu'autant qu'ils sont nécessaires pour entretenir la vie. Et pour se conformer aux mœurs de nos concitoyens, tant et aussi longtemps que ça ne s'oppose pas à notre recherche de l'éternel et suprême bonheur. D'après le regard qu'il avait sur la société, vous pouvez deviner qu'il n'était pas apprécié par tout le monde. Et vous avez raison, parce qu'être philosophe, poser des questions et remettre en question les valeurs de son temps, ça lui a attiré énormément d'ennuis, tellement qu'au début de sa vingtaine, il a été frappé d'un rêve. Ça veut dire que sa communauté l'avait chassé, sa famille n'avait plus le droit de lui parler, ni ses amis, et les commerçants ne pouvaient plus rien lui vendre. Et s'il était en retraite, personne ne pouvait l'aider. Alors dans ces circonstances, vous comprenez, il a dû quitter la ville. Mais ça ne l'a pas arrêté pour autant. Il a continué à poser des questions, il a continué à remettre en question les valeurs de son temps. Mais comment remettre en question sans être mis à l'index? Voyons voir si Kant peut nous éclairer là-dessus. Kant, quant à lui, ne s'est pas cantonné à des incantations, décantons donc ce qu'il nous raconte. Emmanuel Kant s'est posé la question dans « Qu'est-ce que les Lumières ?» Énorme la blague, énorme. Alors, la maxime des Lumières, c'est « Sapere aude », ose savoir, aie l'audace de savoir. Mais pourquoi faudrait-il avoir l'audace de savoir, me demanderez-vous? Eh bien, c'est parce qu'à l'époque, l'Église avait la main mise sur tout. Et un siècle avant, Martin Luther et Spinoza avaient déjà remis en question énormément de choses qui concernaient la religion, entre autres, et ils avaient déjà ouvert une voie. Ainsi, l'Europe est sortie de l'obscurantisme du Moyen-Âge.
Emmanuel Kant fait donc une distinction entre le domaine public de la raison et le domaine privé. À cette époque, comme à notre époque, comme à toutes les époques, on a toujours eu des tuteurs pour nous montrer comment penser. Que ce soit les États, les partis, les communautés religieuses, les universités, les écoles, tout le monde endoctrine tout le monde. Tous nous font croire qu'ils ont la réponse à tout. Et si on reste sous les tutelles de nos maîtres, c'est par paresse et lâcheté, nous dit Kant. Et même aujourd'hui, cette tutelle, on la voit encore avec les fake news. Qui n'a jamais entendu parler des fake news? Ah ben c'est exactement ça. Et contre ça, la maxime des Lumières. Sapere aude. S'il fait la différence entre le privé et le public, c'est parce que s'il essaie de faire jamais une idée dans un cercle restreint, fermé, l'idée ne germera jamais. Il faut que j'aille à l'extérieur pour que les autres fassent rentrer cette idée à l'intérieur du groupe, et là l'idée va pouvoir germer comme ça. Vous voyez, c'est un peu ce que disait Spinoza. Il faut parler dans des termes que tout le monde puisse comprendre pour les rallier à vos idées nouvelles. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer un changement qui d'ailleurs est pas mal inévitable parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir corriger nos erreurs, progresser et aller plus loin. Et personne n'est au-dessus de l'entendement. Personne. Pas même les gens qui sont au pouvoir. Caesare non est supragrammatico. César n'est pas au-dessus des grammairiens. Bref, nous allons récapituler tout ce que nous avons vu avec tout ce beau monde. La philosophie pose un tas de questions pour nous aider à trouver des pourquoi, des comment et surtout pour aller vers une meilleure version de nous-mêmes. Oh, ça sent le Nietzsche ici là. Mais bon, ce sera pas pour cette vidéo. Peut-être une autre fois. Pour cette fois-ci, c'est terminé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, ça coûte rien. Et partagez cette vidéo pour que plus de gens aient accès aux lumières. Sérieux ?